La Suisse a une superficie de 41 290 km², mais elle possède un réseau ferré très dense. Notre voyage va débuter à la frontière italienne, au col du Saint-Bernard, pour s'achever en Italie à Tirano, ville reliée par le Bernina Express. Tout au long de notre périple, nous allons découvrir quelques endroits emblématiques du pays. L'Italie est à quelques centaines de mètres. À la préhistoire, le col servait déjà pour les habitants du Valais. Le col du Grand Saint-Bernard est célèbre pour son hospice. Le chanoine José Mita nous relate son histoire. Depuis près de 900 ans, l'hospice du Grand Saint-Bernard est une porte ouverte à tous ceux qui passent. Il a été fondé par Bernard, qui était archidiacre d'Ost. Et comme diacre à Ost, il avait pour mission d'accueillir tous ceux qui s'étaient risqués sur le chemin de la montagne. Et après avoir écouté le récit de leur mésaventure, il s'est dit, il y a urgence, il faut faire quelque chose. Il ne s'est donc pas contenté de les écouter, mais il a retroussé ses manches et il est monté sur la montagne pour construire un refuge. Un refuge, c'est un lieu où on peut s'abriter pour trouver de la force et repartir plus loin. Et là, il y a établi une première communauté religieuse. La légende qui est à la base de l'iconographie de Saint-Bernard, dit que sur le col régnait un diable qui décimait les passants, qui tuait 1 sur 10. Et donc Bernard, en arrivant sur le col, avec son étole de diacre, c'est l'écharpe que porte le prêtre ou le diacre, il aurait brandi cette écharpe contre le diable, qui se serait transformé en une chaîne qui aurait enchaîné le diable. Le symbolisme est clair, au travers de la construction d'un refuge, les forces du mal sont maîtrisées. Et depuis 900 ans, c'est une attention ininterrompue à l'accueil de tous les passants. Jusque vers les années 1964, parce qu'en 1964, il y a eu la construction du tunnel. Donc il n'y a plus besoin de nous. On peut passer sous nous en prenant le tunnel du Grand Saint-Bernard. C'est pourquoi nous sommes devenus depuis un lieu de pèlerinage pour finalement accompagner les gens sur d'autres passages à vivre. Les gens ont toujours besoin d'être écoutés, d'être réconfortés, de trouver un sens à leur vie. Et nous sommes là pour faire un bout de chemin avec eux. Vous êtes devant l'unique vitrail qui vous montre les célèbres chiens du Saint-Bernard, qui en fait était un cadeau qui nous a été offert il y a à peu près 300-350 ans, probablement par des personnes qui ont bénéficié du secours en montagne. Le rôle de ces chiens, qui ne sont devenus célèbres qu'à partir de Napoléon, c'est à partir de cette période qu'on le découvre sur les estampes, le rôle de ces chiens n'était pas du tout d'aller chercher les gens sous les avalanches, mais plutôt de faire la trace. Parce que c'était des chiens lourds, et donc ils damaient la piste pour faciliter le passage des hommes qui à l'époque n'avaient ni raquettes, ni ski de randonnée. Alors dissipons la légende,
les chiens n'ont jamais eu de tonnelet attaché autour du cou. Les célèbres tonnelet avec l'alcool dedans, ça appartient à la légende, au folklore. Pourquoi? Imaginez un chien qui doit chercher avec son flair des gens sous une avalanche. S'il a un flacon de schnapps juste sous lui, il va d'abord flairer l'alcool, puis il va tourner en rond au bout d'un moment. Évidemment qu'en près de 1000 ans d'histoire, beaucoup de gens sont passés par ce col, notamment Napoléon, qui est venu avec toute son armée ici, et à qui on a donné bouteilles de vin, couverture, fromage, pain. Mais ce n'est pas le seul personnage célèbre. On dit qu'Hannibal est aussi passé par ici, bien avant la venue des chanoines, mais on n'est pas sûr. Ce qui est certain pour nous, c'est que les personnages les plus célèbres ne sont pas forcément les plus connus. Pour nous est célèbre celui qui s'engage au service de l'autre. Napoléon est passé au col du Saint-Bernard en mai 1800 avec toute son armée. Une célèbre peinture de David le représente sur un cheval fougueux. Mais en réalité, Bonaparte montait un mulet, animal beaucoup mieux adapté pour avancer sur les sentiers de montagne. Il fut reçu à l'hospice du Grand Saint-Bernard par le père Berenfoller. Puis il se dirigea dans le Piémont, une région du nord-ouest de l'Italie, pour combattre les Autrichiens. L'armée napoléonienne remporta la victoire à Marengo le 14 juin 1800. Napoléon avait à ses côtés le général Louis-Charles-Antoine de Saxe, qui était son second. Il fut tué à la bataille de Marengo et inhumé à Milan en 1805. Napoléon fit rapatrier son corps à l'hospice du Grand Saint-Bernard où il repose. Aujourd'hui, on peut admirer son tombeau en marbre sculpté par Jean-Guillaume Moite. Aux abords de la statue de Saint-Bernard qui se dresse dans un paysage grandiose, on peut encore voir l'antique voie romaine qui longe la route actuelle pour accéder au col. La Via Francigena était un chemin qu'empruntaient les pèlerins se rendant à Rome. En fin de journée, un léger brouillard se lève. La statue de Saint-Bernard va disparaître dans la nuit. Mais le visiteur peut apercevoir le doigt pointé du saint vers le refuge, ouvert à tous. En effet, l'hospice est ouvert 24 heures sur 24 et c'est peut-être la seule maison au monde dont la porte ne soit pourvue que d'une poignée, mais pas de serrure, tout un symbole. Le lendemain matin, nous sommes de retour dans la vallée à Martigny et c'est au musée des chiens du Saint-Bernard, Fondation Bernard et Caroline de Watteville, que nous allons découvrir ces grands chiens de montagne dressés pour la recherche des personnes disparues sous les avalanches. Ils furent d'abord utilisés par les religieux comme chiens de garde, puis plus tard pour rechercher des voyageurs perdus dans la montagne. Le musée est installé dans l'ancien arsenal. Il fut ouvert en 2006. Au rez-de-chaussée, un espace est réservé pour les chiens. Des box ont un accès direct avec un jardin extérieur où ils peuvent évoluer devant le public. Le personnel attentif peut répondre à toutes les questions des visiteurs. En pénétrant au premier étage, c'est un retour vers l'histoire de l'hospice et de ses chiens, le Saint-Bernard. Des gravures sont présentées sur le thème des chiens. Ici, un homme appelé marronnier. Ils étaient chargés de tracer le chemin sur les deux versants du col et de conduire les chiens. Ils dirigeaient également les voyageurs jusqu'au col, et de ce fait, on peut dire que ce sont les plus anciens guides de montagne. Plus tard, les Saint-Bernard sont apparus sur différentes marques de produits pour la publicité, comme le chocolat Suchard et les liqueurs de Saint-Bernard.
Au cinéma, de nombreux films furent tournés, parmi eux Barry avec Pierre Freinet et Pauline Carton, et Les Montagnards sont là avec Laurel et Hardy. Le second étage de la Fondation Bernard et Caroline de Watteville présente des expositions temporaires. Au moment de notre passage, les masques de l'Himalaya étaient présentés au public avec plus de 200 pièces exposées en alternance, grâce à des prêts de grands musées ou encore de collectionneurs privés. Des masques du Cachemire indien, du Népal, du Ladakh, du Bhoutan, de l'Arunachal et du Pradesh en Tibet. Ces masques tous différents ont un lien étroit avec les rituels du carnaval. À 19 km de Martigny, un site exceptionnel à ne pas manquer, le plus petit vignoble au monde, la vigne de Farinet. Sa surface est de 1,61 m. Elle est située sur la commune de Saillon, au-dessus du village, à la colline ardente. La vigne ne compte que 3 ceps. Chaque année, des personnalités du monde entier viennent travailler. Le premier propriétaire de cette vigne fut Jean-Louis Barrault, qui la céda à l'abbé Pierre. Aujourd'hui, le Dalaï Lama en est le propriétaire. Le raisin vendangé est mélangé avec une cuvée afin de produire 1000 bouteilles qui seront vendues au profit des enfants déshérités. Des pèlerins venus du monde entier y ont déposé des pierres qui proviennent du mur de Berlin, des pyramides d'Égypte, de la muraille de Chine, de Jordanie et beaucoup d'autres lieux. Joseph Samuel Farinet était un contrebandier et faux-monnayeur. Il fabriquait de fausses pièces de 20 centimes en billons qu'il redistribuait aux plus démunis. Il fut abattu dans les montagnes du Valais en 1880 à l'âge de 35 ans. C'est à bord d'un train des chemins de fer suisses que nous allons à notre prochaine destination, Sierre. De passage à Sillon, qui est une des plus anciennes villes de Suisse, il est impossible de manquer la basilique Notre-Dame de Valère. Une église forteresse bâtie au sommet d'une colline. Elle date du début du XIIe siècle, mais fut achevée au milieu du XIIIe. Dès notre arrivée à Sierre, nous empruntons un autre moyen de transport, le funiculaire, qui relie Sierre à la station de Crans-Montana. Le funiculaire fonctionne depuis le 28 décembre 1911. Sa longueur est de 4191 mètres pour une dénivellation de 927 mètres. Auparavant, il fallait compter 30 minutes de voyage pour rejoindre Crans-Montana. Mais depuis sa réfection en 1997, il ne faut plus que 12 minutes. Dès notre arrivée, nous nous dirigeons vers la Fondation suisse des trains miniatures pour un autre voyage, l'univers du train modèle réduit. Notre musée se situe en plein cœur de la station de Crans-Montana. Ce musée existe depuis janvier 2007 et il a vu le jour grâce aux dons de 2 collectionneurs, dont un qui avait 1300 modèles qui représentaient l'histoire des chemins de fer suisses, donc 150 ans d'histoire des chemins de fer suisses. Et puis, il disait que quand il prenait le dernier train, il ne voulait pas que sa collection soit dispersée et disparaisse, donc il voulait qu'elle lui survive et il voulait créer une fondation pour cette sauvegarde. Et puis, il avait un de ses amis qui avait un grand réseau de trains modulaires américains
et qui voulaient se joindre pour les mêmes buts, se joindre à nous. Ce qui fait qu'on a créé ce musée qui est sur 2 niveaux, qui a plus de 700 mètres carrés de surface d'exposition et qui est une attraction assez importante sur le haut plateau. Tous les amateurs ferroviaires et même les non-amateurs ferroviaires ont du plaisir de se promener parmi les vitrines et de voir les maquettes qui circulent ici. Dans les années 1950, pour désenclaver le canton du Valais, qui est emprisonné dans les montagnes, et pour faciliter le passage du col du Simplon, qui était une route difficile à l'époque, elle avait été construite par Napoléon, il a été instauré un système de ferroutage. Ça veut dire que les voitures pouvaient être mises sur le train à Brigue ou à Iselle en Italie, et puis passer le col extrêmement facilement. Et vu le manque d'intérêt ou le manque de finances au niveau fédéral, vers 1990, cette liaison a été supprimée et le Parlement valaisan s'est battu pour que cette liaison se remette en service. Elle a été remise en service il y a 2 ans et elle dépasse toutes les espérances de fréquences qui étaient prévues. Donc on arrive maintenant à peu près à 100 000 véhicules par an. On va doubler le matériel roulant. Et c'est un succès tout à fait important pour notre canton, vu que la route du col est quand même encore régulièrement coupée par des éboulements. Et l'affiche que nous présentons dans notre musée me fait plaisir, parce que c'est vraiment une belle réalisation, et l'affiche et la liaison. Et comme député valaisan, j'ai contribué modestement à la réouverture de cette liaison. Alors notre musée a eu la chance de recevoir plusieurs donations de différents collectionneurs. On a par exemple ici devant nous une collection qui a été faite par M. Graham, qui est accessoirement conservateur du musée de l'Orgue à Roche, et qui a collectionné depuis son enfance les trains jouets, parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir des trains de riches, comme il dit lui. Et c'est des trains qui étaient obtenables par des bons que donnait un grand magasin quand on faisait des achats. Dans une autre salle, le réseau modulaire de chemin de fer américain, les trains évoluent dans une ville composée de 22 bâtiments. Alors voici un ressort, le ressort qu'avait la locomotive que nous venons de voir circuler, ressort qui s'est cassé dernièrement, donc on a dû faire réparation. Ce ressort m'a impressionné quand on a reçu à nouveau la machine. Il a 1,70 m de longueur et puis voici, on en avait cassé le petit morceau que voici. On pourrait peut-être aussi parler de ceci. Ça, c'est la petite guérite. La guérite du cerf-frein était habilitée à freiner un homme qui travaillait dans ces guérites. Avec un mouvement de manivelle, il devait freiner et être, par ces petites fenêtres, très attentif à ce que l'homme à la locomotive allait lui faire comme message de frein. Avec des drapeaux, avec des lampes et avec des sifflets, on allait réceptionner la marche à suivre. Les Alpes suisses sont présentes avec une maquette exceptionnelle de la ligne Furka-Oberalp avec ses paysages de ponts, de viaducs et de gares. Au détour du musée, une locomotive RE 460 avec le chiffre 300 000. Ceci s'explique par le nombre d'abonnements généraux vendus et le chiffre des voyageurs qui avaient acquis l'abonnement. Ce site culturel et divertissant nous fait découvrir la tradition et le monde magique où la technique, la passion et le rêve se donnent rendez-vous afin de tracer les rails de notre histoire. Nous retournons toujours avec le funiculaire à Sierre afin de rejoindre Brigue par le train. À Brigue, le glacier express va nous emmener à Coire. Coire est situé dans les Grisons. C'est le chef-lieu du canton et aussi la plus ancienne ville de Suisse. Nous sommes à la gare de Coire. Notre train entre en gare pour prendre les passagers. Nous allons voyager dans des voitures panoramiques en première et deuxième classe. Le train appartient au chemin de fer rétique ou helvétique. Dès que le convoi s'arrête, le personnel de la gare commence le chargement des boissons et des victuailles. Les passagers en profitent pour s'installer dans leur voiture. En saison, il est préférable de réserver sa place en raison du nombre de voyageurs ou touristes qui viennent du monde entier
pour voyager à bord du Bernina Express. Le train quitte Coire. Le chef du train contrôle les billets des passagers, mais il est aussi disponible pour fournir toutes les informations touristiques. Les Grisons, pendant des siècles, n'étaient accessibles que par les cols alpins. Grâce au chemin de fer, ils s'ouvraient au tourisme. D'importants travaux mobilisant des centaines d'ouvriers pour la construction des ponts, des viaducs et des tunnels vont permettre, le 1er juillet 1903, à Samdon, l'inauguration du premier train. Toutes les lignes seront progressivement ouvertes jusqu'en 1914. Durant l'hiver, les locomotives de l'époque équipées de chasse-neige dégagent le réseau ferroviaire. Des gares sont construites sur la ligne, permettant à toute une région qui était isolée de s'ouvrir à tous les Suisses et plus tard aux touristes étrangers. C'est le début d'une grande aventure et d'un nouveau loisir, les sports d'hiver. Le premier arrêt est Reichenau-Tamins. C'est ici que se réunissent le Rhin postérieur et le Rhin antérieur. C'est ici aussi que la ligne de chemin de fer se divise. Le Glacier Express va longer le Rhin, alors que le Bernina Express prend la direction du sud. Les voitures disposent de larges baies vitrées pour profiter au maximum des paysages qui, pour le moment, ressemblent à beaucoup de vues de montagnes en Europe. Mais le voyage ne fait que commencer. Le train fait un court arrêt à Solis, qui possède une gare typique en bois dans un écrin de verdure. C'est ici aussi que se trouve le viaduc le plus haut des chemins de fer helvétiques. Il mesure 90 mètres de haut. Il est pourvu de 15 arches, dont la principale fait 42 mètres d'ouverture. Il fut construit en 1900 et 1901. Nous atteignons Tiefencastel. Ce village se trouve au fond de la vallée, au confluent de l'Albula et de la Julia. Les passagers en profitent pour descendre sur le quai un instant. Hello, I'm Paul Irving. I'm a tour manager for Train Holidays. It's a small sister company of Great Rail Journeys based in York, England. Very new company, very successful. We take passengers all over Europe by train, from St Pancras on the Eurostar through Paris. We go through Switzerland. We travel to Germany and Austria, the south of France, Belgium. In fact, just about everywhere in Europe, and all by train. Every stage of the journey is by train. And today, we're on the Bernina Express in fantastic weather, making my passengers extremely happy. We started the journey in St Pancras International Station, joined Eurostar, came down to Paris Nord, and then transferred to Paris Est. And from there on the TGV, fantastic train, all the way down to Mulhouse, where we stayed overnight. We then joined another train and came to Bâle in Switzerland and joined yet another train to arrive at Chur yesterday. So this is only our third day on the transport, but we've been blessed with fantastic weather, and today has been a highlight for everybody on this Bernina Express. Le train repart en direction de Bergen. Il passe sur le célèbre viaduc du Landwasser.
Sa construction débute en 1902. C'est l'un des ouvrages les plus audacieux parmi tous les ponts et les viaducs de la Compagnie des chemins de fer Rétique. Il a une longueur de 130 mètres et une hauteur de 65 mètres. Il possède 5 piliers et 6 arches. À l'époque, de nouvelles techniques sont employées. Les piliers furent bâtis sans échafaudage extérieur. Le cœur du pilier renferme une tour métallique. Les matériaux de construction furent tissés avec des portiques équipés de treuils électriques reliant les 5 têtes de pile et déplacés au fur et à mesure des travaux. Depuis notre départ, Arsim passe dans chaque voiture pour proposer des boissons fraîches et des souvenirs du Bernina Express. Soudain, dans une voiture, la bonne humeur est au rendez-vous. Les passagers fredonnent des chansons accompagnés par un accordéoniste. Le train entre en gare de Bergen au Bravuogne en Romanche. Nous nous trouvons dans la vallée de l'Albula. En Suisse, 4 langues sont parlées, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ces langues sont toutes officielles. Le Bernina poursuit son voyage en amont le long de l'Inn. Une fois la vente terminée, Arsim range sa marchandise et procède à un inventaire minutieux. Au même moment, les passagers continuent le voyage en musique, toujours accompagnés par l'accordéoniste. Nous passons Samedan, le chef-lieu de la Haute-Engadine. À 5 km de Samedan, la station de Saint-Moritz. Entourée de lacs et de montagnes, Saint-Moritz est l'une des plus anciennes stations de sport d'hiver. C'est le rendez-vous de la haute société depuis 1864. La station est célèbre également pour ses sources thermales. En 1878, la ville fut la première à s'équiper de l'électricité et c'est vers 1896 que Johann Bathruth créa un palace réputé où tous les grands de ce monde défilèrent dans ce 5 étoiles nommé aujourd'hui le Bathruth's Palace Hotel. Passé la courbe Montebello près de Morteratsch, le Bernina va entamer une des plus belles traversées des Alpes, parsemées de lacs, de glaciers majestueux. Les paysages changent, les forêts de mélèzes ont disparu, les parois des montagnes sont dénudées ici à plus de 2000 mètres d'altitude. Se fait rare, le train poursuit sa route en direction du col de la Bernina. Il longe le lac Blanc. Nous sommes maintenant à 2284 mètres d'altitude.
Ce lac doit son nom aux eaux de la fonte des neiges qui l'alimentent et qui lui donnent cette couleur d'un vert laiteux. Le col de la Bernina est la frontière linguistique. Le romanche est parlé en Engadine, la région que nous venons de passer, tandis que de l'autre côté du col, on parle l'italien. De même, le col délimite la ligne de partage des eaux. En Engadine, les eaux convergent vers la mer Noire, de l'autre côté vers l'Adriatique. À la gare d'Ospizio Bernina, nous sommes au point culminant du voyage à 2253 mètres d'altitude. De l'autre côté du lac se dresse le Piz Cambrena et son glacier. Proche de la gare, l'auberge historique de l'hospice de la Bernina. Il date du XIXe siècle. À l'époque, les voyageurs traversant le col, accompagnés de leurs chevaux ou de mulets durant l'hiver, s'arrêtaient ici pour le gîte et le couvert et le repos des animaux. Le Piz Bernina, avec ses 4048 mètres d'altitude, est le point culminant des Alpes orientales. C'est en 1850 que Johann Cause atteint pour la première fois le sommet et en 1878, Paul Goosfeld fut le premier à vaincre le Piz Bernina par l'arête nord. Le train roule maintenant en direction de l'Alpe-Grume. Nous descendons dans la vallée de Poschiavo. Le train roule sur la route principale et parfois il faut arrêter le trafic routier. À la sortie de Prez, le train longe la rive du lac, passe Miralago, la vallée se resserre. Le Bernina Express roule maintenant sur l'ouvrage le plus photographié de la ligne, le viaduc hélicoïdal. Il a une longueur de 107 mètres. Sa courbe à 360 degrés permet à la ligne de prendre de la hauteur. À la sortie de Brusio, situé à 780 mètres d'altitude, notre train va entamer sur 7 km une descente à 350 mètres d'altitude. Après avoir traversé des forêts de châtaigniers et serpenté à travers les vignobles, le train pénètre à Tirano. Nous sommes en Italie, le convoi quitte la ligne ferroviaire. Soudain, le train se transforme en tramway et se retrouve au milieu du trafic routier, des vélos et des piétons. Nous arrivons à la gare de Tirano, le terminus. En quittant la gare de Coire, nous étions dans une région au climat alpin. Notre périple nous a transportés de l'autre côté de la frontière à Tirano, une région au climat méditerranéen. De nouveaux passagers prennent place dans le train et c'est une nouvelle expérience qui débute pour eux. Le Bernina retourne à Coire. En 1889, les Grisons sont reliés par le réseau ferroviaire. La première ligne allait de Landkar à Klosters et à partir de 1890, un hôtelier de Davos, Willem Jean Holsboer, avec le soutien des banques, créa le LD, le chemin de fer Landquart-Davos, qui deviendra rapidement Ratichbahn, chemin de fer rétique.
voyageurs qui ne désirent pas emprunter le train pour Coire peuvent profiter du service des autocars de grand confort. Passé le viaduc de Brusio, le train se dirige vers le Val de Poschiavo en longeant le lac aux eaux turquoises. Les passagers découvrent de magnifiques paysages alpins. En été, c'est un lieu très prisé par les randonneurs et les amoureux de la nature, mais aussi pour les gourmets. La région abonde de spécialités gastronomiques. Le train roule sur la route, tout comme à Tirano, l'architecture des maisons rappelle l'Italie. Nous sommes en Engadine, dans le canton des Grisons, le plus grand des cantons suisses et le plus oriental. Le canton possède une frontière avec le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie. Les forêts recouvrent une grande partie de son territoire. Il possède une vaste réserve qui est le seul parc national de la Suisse. La Suisse possède une multitude de lacs qui font partie intégrante de son paysage. On en dénombrerait 1484 dans le pays. Le voyageur qui admire les eaux limpides d'un lac ne se trouve jamais très loin du suivant, à moins de 20 km. Le Bernina aura parcouru 144 km, traversé 55 tunnels et 196 ponts, surmonté des pentes jusqu'à 70% sans crémaillère, franchissant le col de la Bernina à 2250 mètres. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Bernina Express est devenu un train de légende.